Et nous allons maintenant accueillir le chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Rocual, également président du master complémentaire en gynécologie obstétrique de l'ULB, le professeur Jacques Jany intègre lui aussi la 3e section. Très vite au début de ma formation, j'ai par hasard été dans un des congrès et je me suis dit, comme un coup de foudre, hein, comme quand vous rencontrez quelqu'un, comme un coup de foudre, je me dis, mais c'est ça que je vais vraiment faire. Comme je le dis souvent, ce que je fais relève un peu de la science-fiction. Aller opérer des bébés avant leur naissance, dans le ventre de leur maman. Un de mes mentors qui a démarré toutes ces opérations est un grec d'origine qui s'appelle le professeur Nicolaides, qui travaille toujours à Londres d'ailleurs. Il a 72-73 ans, mais il n'a toujours pas pris sa retraite. J'ai cette passion de vouloir transmettre. C'est la même chose que quand j'apprends à mes enfants les cours de biologie ou de physique, apprendre à mon fils à faire un Rubik's Cube parce que j'étais champion quand j'étais petit. C'est la même passion que j'ai à transmettre à des étudiants qui étaient chez moi ou à des profs qui sont à l'étranger et où je me suis dit, il faut absolument que je puisse leur transmettre, maintenant que j'ai encore la possibilité de voyager, de le faire. La recherche, et pas seulement elle a beaucoup d'importance, ça occupe plus que la moitié de mon travail parce que vous avez la médecine, mais si vous n'avez pas la médecine clinique, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Mais si vous n'avez pas la recherche scientifique derrière, qui elle permet d'avancer dans ce qu'on fait en médecine, ben on est bloqué, on n'avance pas. C'est certainement une passion, c'est aussi une générosité dans le sens où il faut donner beaucoup. Pour faire de la recherche, on le fait en dehors de nos heures de travail, on le fait le soir et les week-ends. On donne beaucoup aux doctorants qu'on aide, sans parler du fait qu'il faut soulever des fonds pour pouvoir financer tout ça. Donc, je dirais que oui, il n'y a aucun doute, c'est de la générosité dans le sens large du terme, à tous les niveaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis autant pour sauver les bébés à n'importe quel prix, si le couple le souhaite, et en même temps leur dire, écoutez, si vous ne le voulez pas, on arrête la grossesse. Dans les deux sens. Quelle maman a envie, elle-même, de se dire, je vais arrêter la vie de mon enfant, ça doit être extrêmement dur, et ne pas pouvoir s'exprimer et le dire quand elle est, par exemple, hein, en Italie ou en Espagne ou en Pologne, où c'est très difficile de pouvoir exprimer et le dire que je ne souhaite pas de ce bébé handicapé. Qui suis-je pour lui dire le contraire? J'ai un certain nombre d'amis à qui je fais entièrement confiance, comme je fais confiance à des personnes proches. Et je leur demande conseil très souvent d'ailleurs. Donc oui, pour moi c'est capital. Et ce qui est capital, c'est de pouvoir sentir que c'est pas une amitié, bien entendu, parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est une amitié pure et je peux faire confiance et de toute manière, c'est dans les deux sens. Mon épouse me dit souvent, tu peux voyager à partir du moment où tu reviens dormir à la maison le soir. Donc je me débrouille parfois pour même faire 2 pays et faire 2 opérations dans 2 pays européens. Bien entendu, je ne peux pas aller en Australie en moins de 24 heures, mais pourtant, si je vais en Australie, je reste 4-5 heures, je reviens le même jour. Hein. Je suis d'origine libanaise, je suis venu en Europe à l'âge de 16-17 ans et on a tous, je dirais, été obligés dès un âge très jeune d'apprendre plusieurs langues. Il n'y a pas de Libanais qui ne parlent pas 3 langues minimum, qui n'ont pas de passeport autre que le passeport libanais. On a vécu la guerre depuis que je suis né en fait. Je suis né dans la guerre et voilà, je n'ai vécu que la guerre. Il y a peut-être ça qui a joué. Ça m'a marqué, moi comme je dis à mon épouse et à mes enfants, vous entendez maintenant la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais vous n'avez pas vu ça. Moi j'ai vu, il m'est déjà arrivé quand j'étais très jeune, et j'ai encore le souvenir, même si j'avais 7 ou 8 ans, il m'est arrivé d'avoir le souvenir de devoir quitter l'appartement où on était et qu'il soit bombardé 10 minutes par après. Il m'est déjà arrivé de traverser la rue et de voir un corps qui était sans vie sur la rue. Donc j'ai déjà vécu tout ça. Ouf, les défis du futur sont énormes à tous les niveaux. On va rentrer dans tout ce qui est climatique, qui est quand même un des plus gros défis.
le vieillissement de la population, quand on voit ce qui se passe aussi au niveau politique dans le monde, les élections, tout le populisme, tout ce qui se passe, ça fait quand même un peu peur de voir les grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis, qui eux, vont gouverner le monde et qui sont complètement à l'opposé des valeurs européennes. C'est quand même un peu inquiétant pour les futures générations, je trouve. C'est extrêmement inquiétant de voir que des femmes américaines doivent aller au Mexique pour se faire soigner, alors qu'ils sont dans un des pays qui, soi-disant, est le plus puissant du monde. Pour moi, le plus important, c'est la famille. C'est peut-être mes origines libanaises qui disent ça, mais quand j'ai reçu le coup de fil du professeur Casimir pour me dire félicitations, monsieur l'académicien, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire et c'est un tel honneur de pouvoir faire partie. Je suis qu'un tout petit par rapport à tous ces gens qui sont dans l'académie, qui ont, pour certains d'entre eux, des prix Nobel. Bon, j'ai encore le temps, hein, puisque si tout va bien, j'ai encore plus que 20-25 ans de carrière devant moi. Mais si c'est extrêmement touchant et c'est très, très enfin, c'est quelque chose de... c'est une telle reconnaissance que pour moi, oui. Jacques-Rémy, tu rejoins la troisième section avec le soutien académique de Georges Casimir et moi-même. Tu as réalisé ta thèse de doctorat à la KEL sur la chirurgie fœtale des hernies de la coupole diaphragmatique. Tu as complété ta formation au King's College. Tu es spécialiste reconnu en médecine fœtale, en thérapie fœtale, dans des domaines très pointus. Tu as poursuivi ta passion, on a pu voir combien tu étais passionné, pas rien que pour les affaires médicales. Tu as poursuivi ta passion à travers l'enseignement dans ton hôpital, mais aussi dans ton pays à l'international. Si je devais lister les différents domaines dans lesquels tu t'es investi en médecine fœtale, ce serait un catalogue style Mes petites envies, donc test d'ADN, dépistage, prévention de la prééclampsie, etc., etc. Je retiendrai en tant que pathologiste l'autopsie virtuelle parce que l'une de tes doctorantes a eu un prix de l'Académie et c'était un remarquable exposé. Nous t'écoutons maintenant. Ça va bien. Ouais. Merci Madame la Présidente, merci pour vos mots. Monsieur le secrétaire actuel, Georges. Le son, on peut entendre le son un peu pour que les gens entendent un peu. Ouais, vous entendez? Non? Il arrive. Vous entendez le son? Voilà. Le but en fait est que je ne parlais pas. Je vais passer cette vidéo. Je vous fais plonger dans le monde de la médecine fœtale.